Avec des dragons qui se trouvent littéralement partout, il aurait été étonnant que l'Océanie n'ait pas ses propres mythes. Si en Europe on a eu autant des dragons que des drakes ou des wyverns, en Asie des look dragons, les Amériques et ses amphiptères, et l'Afrique et ses wyrms, il est temps d'aller voir ce qui se passe de ce côté de la planète. Bon bah, l'Océanie, elle possède des wyrms aussi. Petite pensée pour les leadworms qui ne sont associés à aucune culture en particulier. Et vous vous doutez bien que si pour l'Afrique et les Amériques les origines sont déjà nébuleuses, c'est encore pire pour eux. Donc ils existent dans les mythes, et on va se contenter de ça. Mais s'il fallait trouver un dragon emblématique d'Australie, ce serait le dragon arc-en-ciel, même si en réalité, il n'existe pas. Ouais, enfin, c'est de la mythologie. C'est évident que ça n'existe pas. Mais même dans les mythes, il n'y a techniquement pas un dragon arc-en-ciel. Il y en a bien plus. Les dragons arc-en-ciel, qui sont en réalité des serpents, c'est une classification qui vient à peine de fêter son premier siècle, et qu'on doit à Alfred Reginald Brown. Oui, vu qu'ils sont pas foutus de nous trouver une origine au mythe, on va s'attaquer aux anthropologues. Ils l'ont bien cherché. Alfred est un archéologue anglais né en 1881 et qui sortira avec mention très bien des tripots de sciences morales. Oui, alors tripot ça s'écrit sans le T et avec un S, et ça correspond aux examens du Trinity College de Cambridge. Ça veut pas dire qu'il jouait au poker toutes les semaines. C'était d'ailleurs plutôt un élève studieux. Anarcho-communiste, mais studieux. Par la suite, il va rencontrer deux hommes, William Hales Rivers, et oui, il a deux fois Rivers dans son nom, et Alfred Cort Haddon, qui vont tous les deux l'orienter vers l'anthropologie et l'Australie. Aussi les îles Andaman, mais ça on s'en fout. Et en étudiant les tribus aborigènes, il se rend compte que plusieurs d'entre elles partagent non pas forcément un mythe, mais une créature, le serpent arc-en-ciel. Il décide donc de manière totalement arbitraire de tous les regrouper sous cette dénomination comme si c'était une seule et unique créature. Alors qu'en vrai, ça reviendrait plus ou moins à dire que tous les chiens du monde sont un seul et même chien, sous le seul critère que tous aboient. Oui, on peut sortir de Cambridge avec une haute distinction, ça n'empêche pas de parfois dire des conneries. Tout comme le fait de parler de ces créatures au passé. Chez nous, on a l'habitude de dire que les mythes se sont passés il y a fort longtemps, et cette habitude, elle date pas d'hier. Quand Homère nous parle de son Iliade, on est entre 750 et 650 avant notre ère, mais le mythe en lui-même, il se déroule 600 ans plus tôt. Mais pour les mythes des aborigènes d'Australie et les créatures qu'on y croise, ils sont tout autant du passé que du présent, voire même que de l'avenir. Tout ça à cause du rêve. Non mais, je sens que je vais être largué dans cet épisode. Le rêve, ou le temps du rêve pour être exact, correspond à une période historique dans la mythologie des aborigènes, celle de la création du monde, où l'on y retrouve héros et créatures fantastiques munis de pouvoir. Et là, vous allez sans doute me dire, donc c'est bien une période passée, pas présente et encore moins future. Eh bien, oui et non, le temps du rêve, ça correspond bien à la cosmogonie de chez eux. Sauf que le temps du rêve, il existe toujours. Parce qu'encore une fois, nos anthropologues ont fait de la merde. Le principe de rêve, il vient du terme Chukurpa, qui fait bien plus référence à l'ordre naturel des choses. Selon eux, tout être vivant, qu'il soit animal ou végétal, est la conséquence des actions divines qui créèrent le monde, et de même, tout être vivant qui viendra après sera la conséquence de ceux qui vivent maintenant. Donc il est tout à fait normal que pour eux, le rêve, et les mythes, ne s'arrêtent jamais. Mais aussi, le fameux rêve dont on parle depuis tout à l'heure, il correspond à un niveau spirituel dans lequel on peut se plonger pour, entre autres, interpréter les présages. Alors, c'est bien sympa, mais à la base, on devait parler de dragons. Et là, ça fait genre 3-4 minutes qu'on parle de tout, sauf de dragons. Oui, mais le contexte est important. Par exemple, au sud-ouest, le dragon arc-en-ciel des Noongar s'appelle Wagil et il a vécu durant ce fameux temps du rêve. D'après la légende, c'est lui qui a creusé différents fleuves de la région, se battant notamment avec un crocodile à l'embouchure de ce dernier. Et vu que la bestiole se battait avec sa queue, en frappant l'eau, elle a séparé le sel entre les fleuves et l'océan, créant ainsi l'eau douce et l'eau salée. Mais ce n'est pas tout, une forte sécheresse frappa la région, poussant les Noongar à aller prier cet esprit de l'eau. Wagil pointa sa tête à la surface et ne fit rien pour les aider. Super sympa le protecteur. Bon, en réalité, il a envoyé ses rejetons en amont pour qu'ils créent à leur tour des rivières, puis il est allé les rechercher en créant divers lacs du coin. Tiens, tu suis la vidéo toi maintenant.
Ah mais une fois que ça parle de dragon, moi y a pas de souci. Et donc la sécheresse, ça l'a fait disparaître ou pas? Alors, à l'origine pas tellement, mais pendant qu'Wagil cherchait ses rejetons, ces derniers sont morts et se sont transformés en eau, mettant fin ainsi à la sécheresse. Donc pour les humains, ils sont sauvés, et les dragons beaucoup moins. Et il n'y a pas que les océans qu'il va façonner. L'escarpement de Darling, qui se trouve aussi dans la région, aurait été façonné par les déplacements du reptile, ces écailles devenant des forêts. Et attention, parce que ce dont on vient de vous parler, c'est une seule version du mythe, parce que les Noongar, ils représentent également d'autres peuples. Les Balardog, par exemple, ont grossièrement les mêmes croyances, mais transposées à la région de York, et ils le rendent aussi responsable de la création du Wave Rock. Cette formation rocheuse, et on va pas se mentir, quand on la voit, je comprends pourquoi ils ont une telle croyance. Du côté des Mohoros, c'est le combat contre le crocodile qui va un peu changer en rajoutant un challenger, le requin. Alors il ne changera pas grand chose si ce n'est qu'il a arraché la queue du croco qui devient Garden Island. Et enfin les Willman qui vont encore une fois transposer le mythe, cette fois-ci à Collet et dans la piscine de Meaningup. Qui n'est pas une piscine, mais une portion de rivière. Il est aussi dit que si on détériorait ce site, où l'animal est censé se reposer, ce dernier plongerait le monde dans un état de sécheresse. Et qu'ont décidé de faire les habitants du coin? Changer le lieu en piège à touristes. Ça, c'est pour le dragon arc-en-ciel gentil, mais en face, il y a le Yurlungur. Et autant le façonneur de monde était sympa, autant cette version des Murgin qui se trouve tout à l'opposé, eh ben il est aussi tout à l'opposé. Alors il n'y a pas de façon poétique de le dire, donc tant pis, c'est un serpent qui est attiré par les règles des femmes, et qui les mange. Les femmes, pas les règles. Pas que ce soit mieux d'ailleurs. Alors, si déjà là vous sentez que c'est pas Jojo, la suite est pas mieux. Oh non, elle est pas mieux. Parce que lors d'un concile de serpents, parce que les serpents ont des conciles, il a été demandé à Yurlungur de régurgiter les demoiselles qu'il avait consommées. Et c'est toujours pas le pire. Non, parce que depuis, dans les cérémonies, le fait de vomir symbolise le passage à l'âge adulte. Je suis donc à présent un homme. Alors, il est possible que le mythe de manger des femmes soit en réalité celui d'un autre dragon, le Evil Maiden Eating, le méchant mangeur de vierges. Et Yurlungur serait en réalité juste le passage à l'âge adulte. Ça change rien à la dégueulasserie, mais allez pas taper sur l'autre, c'est peut-être juste un amalgame. D'ailleurs, il partage certaines de ses caractéristiques avec Wolunka, qu'on peut trouver au nord et dans la tribu Waramunga. Alors, on va simplifier très fort parce que c'est pas tous les Waramunga, c'est une seule partie de la tribu. Et de même, ils ont deux autres serpents, Tala Uala, le serpent noir, et Chudia, le serpent sourd. Et j'ai pas vraiment trouvé d'infos sur eux, donc voilà, vous savez qu'ils existent, mais les gardez pas forcément dans un coin de votre tête. Wolunka, ici, c'est pas tellement un serpent aquatique, mais surtout un grand voyageur qui a parcouru toute une partie de l'Australie à travers différents mythes, tellement variés qu'il ne part jamais deux fois dans la même direction. Parfois il va vers le nord, parfois vers l'est, parfois il reste à la surface, parfois il se déplace sous terre, il y en a pour tous les goûts. Au final, ce seront 11 lieux qui seront visités par la créature, avec des rituels qui auront toujours lieu à notre époque. Au nord-est, on y retrouve Julungul, qu'on pourrait aussi appeler Mumuda. Dans son cas, on se retrouve face à une déesse de la création, toujours enceinte, et donnant naissance aux 7 sœurs, qui est une autre légende aborigène dont on parlera peut-être une autre fois. La particularité de Kalseru, parce que oui, c'est un autre de ses noms, c'est qu'elle est toujours représentée comme étant une, mais peut devenir un quand bon lui semble. C'est quand même marrant les mythes australiens. Chez nous, on a des dieux équivalents avec des noms différents, tandis que chez eux, c'est une seule créature, mais chaque groupe a sa propre légende à son sujet. Alors il y a quand même le point commun de la vie. C'est aussi le cas avec Galeru et les Jangawul. Les Jangawul, ce sont deux sœurs et un frère qui sont responsables de la création de tout être vivant, que ce soit la faune, la flore ou même les aborigènes qui sont donc descendants de divinités. Et Galeru, c'est le serpent qui s'est fait un festin de toute la fratrie. Oui, donc c'est quand même moyen la vie. En fait, il représente plus la continuation de la vie, qui malheureusement, à un moment donné, arrive à son terme. Tout comme les serpents arc-en-ciel d'ailleurs. On a grosso modo fait le tour, mais c'est pas pour autant qu'on en a fini avec leurs dragons. Par exemple, on a Aranda, un serpent marin. Alors, quelle est son histoire à celui-là? Eh bien, laissez-moi vous dresser le tableau. Imaginez, vous êtes pêcheur, c'est le matin, il fait beau et vous vous sentez d'aller taquiner la truite dans la rivière d'à côté. Vous sortez votre canne à pêche, vous prenez votre petite embarcation, vous lancez votre ligne,
et vous finissez dans l'estomac d'un serpent géant. Bon ben, on le range dans la catégorie pas sympa. Cette créature et sa légende, elle est là pour prévenir d'un danger. Ne va pas pêcher tout seul ou tu finiras dans l'estomac d'un dragon. Et enfin, pour finir avec les dragons de cette région, sans doute l'un des plus importants mais beaucoup moins connu que les serpents arc-en-ciel, bien qu'il partage pas mal de caractéristiques avec eux, Engana, le dragon du rêve. Ouais, histoire de bien compléter la boucle, on termine par le dragon du concept qu'on a expliqué en début de vidéo. C'est quand même bien fait. Ce dragon, ou plus vite cette dragonne, c'est un peu la Odin du folklore aborigène. Alors, pas tant dans le côté guerrier barbu et borgne avec 2 corbeaux comme amis, mais plus vite dans sa fonction, étant la mère de toute chose. Enfin, de tout être vivant. Mortel. La légende raconte qu'elle a vécu dans un trou profond, sous l'eau, du côté de Bamboo Creek, avant d'en sortir avec une taille immense, ayant dans son corps l'entièreté des êtres vivants, et un énorme problème. Aucun moyen d'expulser le colis. Le dragon se tordit alors de douleur, et en voyant ça, le dieu Baraya arriva à son secours. Baraya, c'est le dieu de rien, c'est un dieu qui ne fait rien d'autre que d'apparaître dans cette légende. Et de ce fait, on ne sait pas c'est le dieu de quoi. Toujours est-il que devant le serpent, il sortit sa lance et pratiqua une césarienne, permettant à toute l'humanité de s'en sortir. Et c'est à ce moment que, sortant de nulle part, débarque Kandagun le dingo. Une créature sans doute incroyable, mais qui, encore une fois, n'apparaît que dans ce mythe. Le boulot du dingo, ça va être de répartir les différents êtres vivants. Enfin, ça c'est le résultat final, mais dans les faits, il a juste aboyé, comme un dingo, et les êtres vivants se sont barrés comme ils le pouvaient. Les oiseaux en battant des ailes, les poissons en nageant, les kangourous en sautant, et enfin les humains en prenant leurs jambes à leur cou. Oui, dans cette légende, tout être vivant, ça correspond aux oiseaux, aux poissons, aux kangourous et aux humains. L'ornithorynque qui peut aller se faire voir. En même temps, quand tu vois la tronche du machin, pas sûr qu'il aurait su dans quel groupe se ranger. Mais ce n'est pas pour autant que chacune des créatures maintenant à l'extérieur était libérée du lien avec sa mère, car toujours reliée à elle via un cordon ombilical. Alors on pourrait se dire qu'il suffirait de le couper et que ce soit le taré à la lance qui s'en occupe, mais ce cordon il est très important, car s'il venait à être coupé, le résultat serait le décès, faisant de notre déesse à la fois une déesse de la vie et de la mort. Voilà ce qui termine avec l'Australie, mais pas pour autant l'Océanie. En réalité, sur ce continent, il y a 2 types de dragons majeurs. Les serpents arc-en-ciel d'un côté, et de l'autre, les Taniwha chez les Maoris. Et la première chose qu'on peut dire sur les Taniwha, c'est que ce sont pas des reptiles. Mais restez, ça va quand même parler de dragons. Étymologiquement, Taniwha, ça signifie espèce de requin, comme Mango Taniwha pour le grand requin blanc. Mais ce n'est pas pour ça que la créature a toujours été représentée comme un squale. Parfois c'était une baleine. Laissez-moi finir. Ça, c'est pour la version océanique de la bestiole, mais une fois qu'on rentre dans les terres, elle prend une toute autre forme. Celle d'un gecko ou d'un sphénodon. Dans les grandes lignes, un reptile. Et c'est là qu'on en revient au dragon. Parce que la bestiole, elle ressemble à un gecko, mais au lieu de faire 30 cm, ça a gardé la taille d'une baleine, voire même plus. On est donc face à un drake. C'est mignon. Et là, la question qui devrait vous traverser l'esprit, c'est comment est-ce qu'un lézard qui fait 20 mètres de long pourrait passer inaperçu? Après, il passe pas si inaperçu que ça. Il y en a un qui est plutôt connu, lui. Et maintenant... Mais je suis pas sûr qu'il compte. En réalité, s'ils ne sont pas visibles, c'est parce qu'ils vivent sous terre, en creusant des galeries, déracinant des arbres et façonnant des canaux, comme le port de Wellington, qui aurait été fait par 2 Taniwha, Watatai vivant au nord et Ngake au sud, de ce qui était à l'époque un lac. Le premier étant gentil, le second violent, même si ça n'a aucun rapport avec la légende. En étant au sud, Ngake pouvait entendre l'eau par-delà la terre, et naquit chez lui une irrésistible envie d'aller y faire un tour. Il a donc traversé le lac pour prendre son élan, s'élancer contre les bords, et s'est retrouvé dans l'océan. Watatai, voyant le manège, voulut faire pareil, mais fut pris dans les flots et termina au fond de l'eau pendant des générations. Morale de l'histoire, soyez violents. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Il finira par remonter à la surface suite à un tremblement de terre et mourra, sa carcasse devenant petit à petit le mont Victoria. Le mont Victoria, il fait un peu moins de 200 mètres de hauteur. Juste pour vous donner une idée de la taille de la bestiole. Mais les Taniwha sont avant tout des gardiens et des tuteurs, là pour que le peuple respecte les tapous. Explication. Un tapou, c'est une interdiction au sens religieux, sacré.
Aller à l'encontre de Tapu, c'est s'exposer à la colère divine qui s'ensuit. D'ailleurs, c'est de ce terme que vient le mot tabou. Et un tapu, ça peut s'appliquer à tout ce qui existe, que ce soit une personne, un objet, un lieu, ou même un animal. Une baleine échouée, par exemple, était tapu, car considérée comme sacrée. Et comme colère divine, on envoie un taniwa pour bouffer les fautifs. Mais il faut faire gaffe à pas se planter. Oui, parce que le taniwa, c'est pas juste une créature mythologique qui se balade sous la terre du milieu pour faire du terraforming. Un taniwa était bien souvent lié à une tribu. Il ne devait punir que les membres de la tribu, et uniquement eux, qui avaient fauté. Et il se passe quoi quand il s'en prend un membre d'une autre tribu? Eh ben, c'est baston. Il y a eu plusieurs conflits entre tribus qui se sont déclenchés parce que le dragon du coin avait mangé la mauvaise personne. Mais qu'on se rassure, on est là devant une créature mythologique, mythique, le bras armé de la colère divine. Mais dans tous les cas, et absolument tous les cas où un taniwa s'est retrouvé en conflit avec un groupe d'humains, c'est les humains qui ont gagné. Ouais, pour le côté épique de la bestiole, on repassera. Et cela fout mal aussi pour deux chevaliers en armure qui peinaient à en tuer un, et qui étaient érigés au statut de légende quand ils y arrivaient. En Nouvelle-Zélande... C'était un jeudi. Et en plus, une fois qu'il était mort, la tribu le bouffait. Reprenons bien la logique du truc. Le taniwa est envoyé pour punir de Tapu, et la seule conséquence, c'est que la tribu a 20 mètres de bouffe à se foutre dans le gosier. Si ça, c'est pas pour inciter à commettre des fautes, le taniwa est un gardien, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas sympathiser avec les humains. Tout commença lorsque les ancêtres décidèrent de quitter les îles du Pacifique pour une nouvelle demeure. Et parmi eux, il y avait Apé. Sauf que les ancêtres l'ont gardé et se sont exclamés « Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui partent en voyage et ceux qui restent. Toi, tu restes. » Sauf que le Apé, il n'entendait pas de cette oreille et il a prié pendant 3 jours. Et traduit Tangaroa, la déesse des mers. Cette dernière répondit à ses prières en lui envoyant un taniwa, du nom de Keware, qui prenait la forme d'une Raimanta. Parce que le truc prenait pas déjà assez de formes différentes. L'arrêt le prit alors sous son aile et sur son dos, ce qui n'est pas très facile à réaliser, pour traverser l'océan jusqu'au port de Manuko, là où se dirigeait son peuple parti sans lui. Et alors que l'homme et le dragon se séparèrent, il put rejoindre les siens. Et voilà, on a notre nouveau chez nous. Quand même, traverser tout l'océan pour se débarrasser d'un boulet, c'était pas un peu excessif? Hé les gars! Oh bordel! Mais d'où il débarque lui? Je vous dis pas, c'était chaud, hein, mais j'ai croisé une Raimanta qui m'a permis de traverser l'océan. Très sympa d'ailleurs. Mais bon, voilà. AP est de retour. Alors, heureux? Ouais, heureux, t'es très heureux. Non mais là c'est foutu, on va pas lui faire une deuxième fois le coup de la traversée. Suite à ça, Keware devint la gardienne du peuple. Gardienne un peu trop excessive, puisqu'elle a commencé à attaquer toute personne qui pêchait un peu trop près du port. Et quand on est un peuple qui vit au bord de l'eau dans l'espoir de se nourrir de poissons, reconnaissez que c'est relativement dérangeant. Donc ils ont dû trouver une solution. Et cette solution, elle s'appelle Tamure, un homme possédant une arme capable d'apprivoiser les dragons. Il saisit donc son arme, se rendit dans l'antre de la bête, et lui donna un grand coup derrière la tête. Apprivoisé. Après ça, le peuple accepta de laisser l'animal en vie à condition qu'il ne mange plus d'humains, se contentant de pluies, de poulpes et d'écrevisses. Edgarara Uaro a une histoire relativement similaire, à base de manger tout ce qui passe et qui ressemble vaguement à un humain. À la seule différence que lui sera invité à un festin, sans savoir qu'il est le festin en question. Un point important à savoir sur les taniwa, c'est que pour certains, on ne sait pas d'où ils viennent, mais pour d'autres, on sait, à travers 3 histoires. Soit on est face à un homme qui a été très proche des dragons durant sa vie et qui, une fois passé à trépas, est devenu un taniwa. Soit on a la reproduction entre un humain et un taniwa, qui fait la taille d'une baleine, je rappelle. Soit un couple d'humains qui, par le plus grand des hasards, engendre un taniwa. C'est notamment ce qui est arrivé à Pania. C'est une autre légende très importante pour les autochtones, mais pas spécialement intéressante à raconter. Areteru est une autre taniwa qui, elle, se trouve du côté d'Okianga. Et sa particularité, c'est qu'elle a eu 11 enfants tout aussi draconiques qu'elle. Combien? Elle demanda à ses 11 enfants de partir en voyage pour découvrir le pays sur lequel ils se trouvaient. Un voyage qui ne s'est pas passé sans embûches. Mesdames, messieurs et tous les autres, si vous avez mon âge, vous avez connu les animaux du Watkatsu, et bien voici les dragons de Nouvelle-Zélande. Orira voulut gravir une montagne pour mieux voir la mer. Il y rencontra un géant, sa massue, et un funeste destin. Mangamuka suivit le même chemin, mais voulut détruire un caillou. Manque de bol, c'était un des esprits du coin qui lui cracha au visage, le rendant aveugle, et il mourut sur le chemin du retour.
Oopa, lui, est parti vers le nord et commença à sauter en espérant voir un peu plus du pays qui l'entourait. Une idée à la con, et devant son échec, il se mit en colère, et depuis, il tue aléatoirement les habitants de la région. Botukoru partira à la recherche de ce frère tout ronchon. Il finira par le retrouver, et en guise de bienvenue, Oopa lui balancera un caillou sur la tronche, le tuant dans la foulée. Waiwu, lui, voulut se reposer en chemin, creusant un cercle en guise de lit. Sauf qu'il a plu, remplissant le lit et le noyant par la même occasion. Ce qui n'empêcha pas Weina de partir à son tour et d'escalader les montagnes au sud, se coupant sur les rochers affûtés. Bon, il en est pas mort et il vit actuellement dans les marais un peu plus loin. Et vu que son chemin semblait être le plus sûr, Omanaya décida de le suivre. Sauf qu'il a échoué, s'est paumé, et n'a jamais retrouvé son chemin. Et toujours maintenant, on sait pas où il est. Utakura a voulu faire le même chemin, mais lui il s'est retrouvé bloqué dans une gorge après une chute de pierre, en faisant son nouveau territoire. Werere, tant qu'à lui, trouva une magnifique pierre qu'il voulut ramener à sa mère. Il la porta donc sur sa tête, mais étant trop lourde, elle l'épuisa et le plongea dans un profond sommeil, jusqu'à aujourd'hui. Les bateaux passant dans la région ayant peur qu'il se réveille, et qu'il soit très en colère d'avoir dormi aussi longtemps. Werup, lui, ne savait pas trop où il allait et il erra sans but jusqu'au moment où il voulut revenir. Sauf qu'il traversa une région boueuse dans laquelle il s'enfonça de plus en plus, jusqu'à en mourir. Et enfin, Wirinaki qui voulut traverser une chaîne de montagnes en sautant. Il fit alors 4 sauts, avant de s'arrêter dû à la fatigue, de retomber tout en bas, et de mourir d'épuisement. Morale de l'histoire, on a beau être de puissants dragons, ça ne vous empêche pas d'être incroyablement con. Je crois qu'on est nul en morale. Ouais, je crois aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimsweaker pour vous servir.